Les buveurs d'océan par H. G. Magog. Chapitre 7. La vengeance de Sada. Après tout, les quelques lignes laissées en manière d'adieu par le valet de chambre de Jean n'en étaient pas moins de nature à faire luire un peu d'espoir. Le fiancé de Susanna vivait encore, puisqu'il était la base du marché proposé par la perfide Miaïa. Et si Guilledou parvenait à le rejoindre, on pouvait tout attendre du dénouement et de l'ingéniosité du brave garçon. Le chagrin qu'éprouvait la jolie Sada ne pouvait être diminué par de telles considérations. Aucun palliatif ne l'adoucissait. Aussi, les larmes de la pauvre japonaise continuaient-elles à couler, avec d'autant plus de violence qu'à sa déception s'ajoutait une profonde rancune contre sa rivale triomphante. À cause de sa propre situation, Susanna devait particulièrement compatir à ce chagrin. Elle ne ménagea pas, à la jeune japonaise, les témoignages de compassion, en même temps qu'elle lui prodiguait les consolations suggérées par son bon cœur. Vivement touchée par cette sympathie qui l'emplissait de gratitude, Sada se laissait bercer par les paroles d'espoir. Toutefois, elle n'abandonnait pas ses griefs. Et un jour que Jim Sandy regrettait férocement que Miaïa ne fut plus là pour être soumise aux tortures de la question, elle s'écria avec impétuosité. « Il faudra bien qu'elle revienne. » En ce cas, conclut l'Américain, puisqu'elle connaît la vérité, nous l'obligerons à nous dévoiler ce qu'on a fait du fiancé de ma petite fille. Si elle refuse de parler, je lui tordrai le cou. Et moi, renchérit Sada, je lui arracherai les yeux. Puis aussitôt, elle se reprit et rectifia d'une voix posée. Non, je ferai mieux. Il y a une autre vengeance bien meilleure. Elle regarda Susanna avec une douceur tendre, puis le marquis et le vieux Jim. Enfin, après quelques minutes de réflexion, elle poursuivit. Écoutez, messieurs, puisque Miaïa a trahi le maître pour m'enlever mon fiancé, je puis bien le trahir aussi pour me venger. Vivement intéressés, Jim Sandy, Archibald de Glandève et les trois femmes se rapprochèrent aussitôt de la japonaise. « Qui donc est le maître ?» demanda l'Américain, dont les yeux lancèrent des éclairs. « Kasuga » répondit la jeune fille en baissant la voix. « Vous croyez être dans un palais offert par le gouvernement, mais en réalité, messieurs, c'est à lui qu'appartient cette ville-là, et vous êtes les prisonniers du docteur Kasuga. »« Par Washington, nous ne resterons pas ici une heure de plus, » rugit le vieux Jim. « Du calme, » pria la japonaise. « La victoire appartient à qui sait feindre. Écoutez-moi d'abord jusqu'au bout. »« La petite a raison, » approuva le marquis de Glandève, en calmant du geste son fougueux beau-père. « Renseignons-nous d'abord, nous déciderons ensuite. Et pour commencer, quel est ce Kasuga et que nous veut-il ?»« Qui est-il » répondit Sada. « Un daimyo tout-puissant. Auprès de son pouvoir, celui des anciens Mikado n'était rien. C'est lui le maître du secret. »« Du secret ? Quel secret ?» s'exclama le vieux Jim. « Voulez-vous parler du secret de l'île Iezo, de celui que nous appelons le secret du Japon ?»« Oui, » répondit en rougissant la jeune japonaise. « Mais de cela, je ne puis parler. Personne n'en sait rien. Personne, puisque ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. »« Et que nous veut Kasuga ?» continua le marquis, abandonnant ce point pour revenir à ce qui l'intéressait personnellement. Mais la réponse de Sada le déçut encore. « Je l'ignore aussi, » assura la jeune fille. Miaïa, seule, était la confidente du maître, et c'était d'elle que je recevais les ordres, tout comme les 6 serviteurs obéissent aux miens. Je sais seulement que je ne dois pas perdre de vue Miss Susanna, et que si cela devenait nécessaire, je devrais l'enlever. « L'enlever » s'exclamèrent à la fois la mère, la grand-mère, Jim Sandy et M. de Glandève. Susanna ne dit rien, mais elle devint pâle. « Oui, l'enlever » répéta la japonaise. « J'en ai le pouvoir car il me suffirait d'un mot pour me valoir l'aide de la police. »« Elle est donc au service de ce Kasuga ?» questionna le marquis anéanti. «
Tout est à son service, affirma Sada. Nous sommes entre ses mains comme des fétus de paille, et sa volonté peut briser nos vies. Si nous résistons au moindre de ses ordres, de notre obéissance, de notre zèle, de notre fidélité, répond notre existence. Le maître ne pardonnerait ni une négligence ni une maladresse. Je serais aussi sévèrement châtiée pour n'avoir pas su voir ou prévoir, ou même pour n'avoir pas été la plus forte dans une lutte que pour avoir trahi. Si Miss Susanna s'échappait, aucune excuse ne serait admise, je mourrais. Mais Miaya mourrait aussi, car elle répond de moi sur sa vie, comme moi je réponds de vous sur la mienne. C'est Susanna qui est visée, répéta lentement Jim Sandy, comme s'il voulait se bien pénétrer de cette révélation susceptible de lui entr'ouvrir tout un monde d'hypothèses. Peut-être commençait-il à comprendre. On sentait Archibald de Glandève partagé entre l'inquiétude et la colère. Ce que voulait Kazuga, M. de Glandève, aussi bien que Jim Sandy, le devinait aisément. Mais ni l'un ni l'autre n'avait soupçonné à leur ennemi une pareille puissance, et ni l'un ni l'autre ne s'était cru autant entre ses mains. Ainsi, ils étaient prisonniers dans la propre demeure du Japonais et entourés d'espions à sa solde. Leur liberté était factice. Elle dépendait du bon plaisir du jaune, qui, d'un moment à l'autre, avait le pouvoir de leur arracher, avec la complicité de la police, leur chère Susanna. Même l'intervention de leurs compatriotes ne les aurait point sauvés. Contre l'astuce, contre l'hypocrisie d'un dictateur occulte, décidé à ne tenir aucun compte du droit des gens, qu'auraient pu quelques douzaines de diplomates. Pour Kazuga, ce serait un jeu de les berner. La façon dont il avait escamoté Jean d'Entrevaux prouvait son savoir-faire en la matière. Donc, puisqu'ils ne pouvaient compter sur l'aide de leur ambassade, les parents de Susanna de Glandève étaient seuls. Aucun allié ne leur restait. Aucun était certain. Sada s'était mise à rire d'un joli rire, un peu féroce, et qui faisait presque peur. « Oui, répéta-t-elle avec une joie enfantine, si vous vous échappiez, Miaya serait mise à mort, et sans doute lui ferait-on subir d'effroyables tortures. Aussi je sais ce que je dois faire pour me venger. » Le plus tranquillement du monde, elle conclut par ces mots qui firent tressaillir tous ses auditeurs. « Je vous aiderai à fuir. » Archibald et le vieux Jim échangèrent un coup d'œil stupéfait. Avaient-ils bien entendu ? « Vous nous aiderez, Sada » s'écria mademoiselle de Glandève d'une voix tremblante. « Est-ce bien cela que vous venez de dire ?»« Oui, répondit solennellement Sada. » Le beau-père et le gendre échangèrent un nouveau coup d'œil, et ce regard signifiait « Qu'en dites-vous ? Devons-nous tenter la chance ?»« Tout plutôt que de demeurer entre les mains de Kazuga, » répondit Jim Sandy. « Archibald, nous devons faire confiance à cette jeune fille et lui obéir en tout. » Il parcourut du regard le cercle des visages et les vit s'incliner en signe d'approbation. Alors il s'adressa à Sada. « Nous sommes décidés. Que devons-nous faire ? Rien. Attendre, en conservant votre physionomie habituelle. Attendre, sans trahir votre impatience, sans questionner, même du regard, sans laisser deviner que vous attendez. Comprenez-vous ? Ce sera peut-être plus dur que vous ne le pensez. Il faudra attendre et renfermer votre espoir, jusqu'au jour où je pourrai vous dire « Venez, tout est prêt. » « Nous attendrons, » répondit fermement Jim Sandy, et sa voix s'engageait pour toute sa famille. « Bien, » dit Sada, « nous réussirons. » « Mais, reprit le Yankee, il vous faudra de l'argent ? Vous devrez sans doute acheter des complices ? Cela et d'autres choses. Il faudra une automobile et puis un bateau avec son équipage et des provisions. Le milliardaire tira son portefeuille. « Dépensez sans compter, dit-il, et demandez-moi ce qui sera nécessaire. »« Ainsi ferai-je, répondit Sada. Jim Sandy était observateur et savait évaluer l'âme d'après l'examen du visage. Celui de la jeune japonaise lui donna confiance. Le marquis de Glandève partageait cette impression. « Miaya reviendra peut-être,
avant que nous soyons prêts, reprit Sada. Cela compliquera un peu l'affaire, mais nous réussirons quand même. Le grand point est qu'elle ne soupçonne pas que vous savez son rôle. Il faut donc dissimuler et rester vis-à-vis d'elle tel que vous étiez auparavant. Nous ferons ainsi, promit Jim Sandy. Alors espérez, mon visage ne me trahira pas. Ne me questionnez plus jusqu'à ce que je vous parle la première. Envers moi aussi, il ne faut pas que vos manières semblent avoir changé. Surtout patience. Elle allait être mise à rude épreuve, cette patience tant recommandée, et promise de la meilleure foi du monde. Les rôles passifs ne sont pas toujours commodes. Il était particulièrement dur au bouillant Jim, ainsi qu'à l'impétueux Archibald de Glandève, de feindre l'impassibilité, alors que la fièvre de l'anxiété dévorait leur âme. Des semaines s'étaient écoulées depuis la mystérieuse conversation, de laquelle était né leur grand espoir, et jamais Sada n'avait fait la moindre allusion au projet ébauché. Elle semblait d'ailleurs complètement inactive, et il était impossible de supposer qu'elle occupait des préparatifs d'une fuite. Jim Sandy, l'homme actif par excellence, ne pouvait supporter le spectacle de cette apparente inaction, à laquelle il finissait par croire. L'absence de Miaya offrait à son sens une occasion unique dont il fallait profiter. Pourquoi attendre son retour ? Hélas, il s'en doutait. Les confidences de Sada, l'ayant éclairé sur les raisons qui avaient déterminé la jeune japonaise à embrasser la cause des prisonniers, Sada poursuivait une vengeance. Jim n'ignorait pas laquelle, et dans ce but, elle attendait le retour de celle qu'elle voulait perdre. « Elle veut jouer la difficulté », grommelait le vieux Jim qui enrageait. Et il en arrivait à souhaiter le retour de Miaya. Cet événement se produisit 3 semaines environ après la disparition de Guilledou. Les hôtes de la villa du boulevard Ginza revirent un beau matin le masque hypocrite de la nouvelle fiancée du valet de chambre. Elle ne donna aucune explication relative à son absence, et on évita de lui poser la moindre question à ce sujet. Toutefois, ce retour n'amena dans l'attitude de Sada aucune modification, et ce fut une nouvelle déception pour la famille de Glandève. À peine Sada parut-elle un peu plus mélancolique qu'auparavant. Miaya, par contre, était manifestement triomphante. Elle ricanait lorsque sa rivale lui lançait des regards furibonds. Certainement, une explication orageuse avait dû avoir lieu entre les deux japonaises. Cela sans doute rentrait dans la comédie que jouait Sada. Mais derrière ce masque de douloureuse indifférence, la courageuse fille agissait. Jim Sandy allait enfin en avoir la preuve. Un soir, vers 11h, tandis que la famille était réunie au salon et que le grand-père de Susanna essayait de tromper son impatience en jouant au bridge contre sa femme et son gendre, avec sa fille comme partenaire, Sada entra doucement et sa vue interrompit net un magnifique sans atout. « Venez, fit-elle aux 2 hommes en posant un doigt sur ses lèvres. Le cœur bondissant, le marquis et le vieux Jim se levèrent aussitôt et suivirent la japonaise, laissant les 3 femmes clouées sur leur siège par l'angoisse et l'émotion. Sada se dirigea vers l'office, dans lequel se tenaient habituellement les 6 domestiques japonais. Il s'y trouvait ainsi que Miaya. Mais tous les 7 avaient des poses si bizarres que le marquis et son beau-père faillirent éclater de rire en dépit de la gravité de l'heure. Un sommeil foudroyant avait dû surprendre les Japonais, car chacun d'eux dormait manifestement. Mais en dormant, ils ébauchaient encore le geste que la surprise du sommeil ne leur avait pas permis d'achever. 3 d'entre eux, effondrés sur la table dans des poses diverses, tenaient encore à la main la tasse qu'ils étaient en train de vider. Miaya avait la moitié du corps enfoui dans une armoire. 2 de ses compatriotes, à côté au mur, s'étayaient fraternellement l'un l'autre. Tous 2 avaient la bouche ouverte et la face stupide. Un dernier japonais gisait au milieu de l'office, sur un lit de vaisselle brisé. D'un coup d'œil, le vieux Jim comprit la situation. « Vous leur avez administré un narcotique ?» demanda-t-il à Sada. « Oui, répondit la jeune fille. « Bien joué.
Faut-il les garrotter ? Et l'Américain s'avançait déjà vers les corps inertes, ne doutant pas de l'approbation de Sada. Mais celle-ci l'arrêta. « Ne faites rien, monsieur. Il faut seulement en enfermer 3 dans la cave. »« Et que ferons-nous des 3 autres, ainsi que de votre ennemi ? » ?»« Prenez-leur d'abord leurs vêtements, décida Sada. Je vais vous aider. » Elle avait son plan. Il n'y avait qu'à lui obéir. Jim et le marquis de Glandève s'exécutèrent sans plus questionner. Ils comprenaient que les minutes étaient précieuses. En un clin d'œil, 3 des Japonais furent transportés dans le réduit indiqué par Sada. Puis Miaya et les 3 autres furent dépouillés de leurs principaux vêtements. Sada avait surveillé l'exécution de ces différentes opérations. Elle expliqua son plan. « À présent, messieurs, il faut que vous changiez de costume avec les dormeurs. » Jim Sandy avait compris. Il pressa le marquis. « Ne questionnez pas, Archibald, il faut faire vite. » Sur les indications de Sada, ils appelèrent Madame de Glandève et Madame Sandy et les décidèrent à revêtir chacune un costume japonais. Pendant ce temps, le gendre et le beau-père se livrèrent à la même transformation. Quand tous furent ainsi travestis et que les dormeurs eurent été revêtus des costumes européens qui venaient d'être abandonnés, le marquis demanda à la jeune japonaise : « Et à présent, que faut-il faire ?» Elle montra les dormeurs. « Liez-les et bâillonnez-les, » commanda-t-elle. « Nous allons les coucher dans vos lits. »« Ah ah, ils prennent notre place ?»« Précisément. »« Bravo ! Mais vis-à-vis de qui cette comédie ? Elle me semble inutile puisque nous voici maîtres de la villa. » Sarah sourit. « Il y a des gardes devant la porte, » expliqua-t-elle. « Il faut nous en débarrasser en les occupant. » Ni Jim Sandy, ni le marquis de Glandève ne firent plus d'objection. Tandis qu'on installait dans les lits ceux qui allaient remplacer la famille de Glandève, Sada était allée écouter les bruits du dehors du haut d'une fenêtre entr'ouverte. Elle revint s'enquérir de l'heure. « Il est 00h30, renseigna le marquis. « Bien, répondit Sada. Dans un quart d'heure, l'auto sera devant la porte. Tenons-nous prêts. »« Mais Susanna, interrogea Jim, est-ce que vous l'oubliez ? Il n'y a pas de costume pour elle ? » « Elle n'en a pas besoin, répliqua la japonaise. Au contraire, elle doit rester telle qu'elle est. Vous avez seulement la bâillonner et lui lier les mains. Et vous et moi l'entourerons comme si nous l'enlevions. Avez-vous compris ? » « Admirable !» s'écria le marquis illuminé. « Nous aurons l'air d'exécuter un ordre que j'ai reçu, » précisa Sada. Ainsi éclairée sur le rôle qu'elle allait avoir à jouer, Mademoiselle de Glandève se prêta de bonne grâce à la comédie. « Vous y êtes ? Descendons dans le vestibule, » commanda Sada, quand ses instructions eurent été ponctuellement suivies. « Dès que j'entendrai l'auto, j'ouvrirai la porte. Sortez aussitôt et portez Miss Susanna dans la voiture. Il ne sera pas mauvais qu'elle paraisse opposer une certaine résistance. De votre côté, n'oubliez pas de jouer vos personnages. Vous représentez des Japonais, faites-vous petit, et ne vous occupez pas de ce que vous apercevrez. Je m'en charge. Vous n'ouvrirez la bouche sous aucun prétexte. Je parlerai. Heureusement, l'obscurité nous favorise, et les gardes ne pourront pas vous examiner. » Tous descendirent à la suite de la japonaise, en s'efforçant de comprimer les battements de leur cœur. Le quart d'heure passa. Tout à coup, Sada ouvrit la porte. On entendait, dans le lointain, le bruit d'une automobile qui arrivait. Du seuil, Sada prononça quelques paroles en japonais, et aussitôt, des silhouettes de policiers se montrèrent. Sur l'invitation de la japonaise, ils entrèrent. Pendant ce temps, l'automobile s'arrêtait devant la villa. Obéissant aux instructions de Sada, le marquis Jim Sandy, sa femme et sa fille entraînèrent Susanna vers l'auto et s'installèrent avec elle dans la voiture. Sada reparut seule et monta vivement dans l'auto. « En route !» murmura-t-elle en français au chauffeur revêtu d'un costume japonais. L'auto démarra rapide et silencieuse. Alors Sada respira et laissa échapper un petit rire. « Et les gardiens ?» demanda Jim. « Qu'en avez-vous fait ?»« Je les ai laissés là-haut, » répondit la jeune fille, en montrant les fenêtres éclairées de la villa. « Et qu'y font-ils ? Ils montent la garde auprès de nos dormeurs pour les empêcher de nous suivre. Ils se figurent, grâce aux précautions que j'avais prises, veiller sur votre sommeil, dont j'ai profité pour enlever Miss Susanna.
conformément aux instructions du seigneur Kasuga. Tous comprirent la ruse de la jeune fille. « Mais ne craignez-vous pas qu'ils s'aperçoivent de la supercherie ?» demanda-t-il. « Ils peuvent s'aviser de s'assurer de l'identité de ceux qu'ils gardent ?»« Non, car je leur ai recommandé de ne point les éveiller. Et vous vous souvenez que j'ai eu la précaution de vous faire tourner les visages de vos remplaçants du côté du mur, donc rien à craindre. » « Mais à quelle heure Miaya et ses compagnons se réveilleront-ils ? » ?»« Oh, ils en ont pour jusqu'au matin. À ce moment-là, nous aurons de l'avance. Je compte bien que nous serons à bord du navire qui nous attend avant qu'on ait retrouvé nos traces. » Jim Sandy posa une dernière question. « Où devons-nous embarquer ? Est-ce à Yokohama ? » « Non, certes, se récria la rusée Sada. Vos ennemis auraient alors trop beau jeu de télégraphier pour donner l'alarme et nous faire donner la chasse par des navires de guerre. Rappelez-vous que toutes les forces du Japon sont à la disposition du docteur Kasuga, le maître du secret. Il nous faut user de ruse. Aussi allons-nous embarquer en un point assez éloigné de la côte, aux environs de Katsaru Ord. C'est le désert, pas de témoins à craindre, et de plus, nous serons tout de suite en pleine mer, sans avoir à franchir le détroit. » Le choix d'une plage sur le Pacifique reçut l'entière approbation de Jim Sandy. « Combien de kilomètres avons-nous à franchir, s'enquit-il encore ? » « 150 environ, répondit le chauffeur. « Si tout va bien, nous arriverons vers 4 heures du matin au lieu du rendez-vous. »« All right, roulez !» Sur la route, uniquement éclairée par la lueur de ses phares, l'auto fila. De temps à autre, on traversait à toute allure des villages ou des villes aux petites maisonnettes bizarres que les ténèbres rendaient fantastiques. À l'heure prévue par le chauffeur, l'auto avait abandonné la route, et suivant de rudes chemins à peine tracés, elle descendait. Jim et ses compagnons supposèrent que c'était vers le rivage qu'on n'apercevait pas encore. Se penchant et haussant la tête, ils cherchaient à percevoir le bruit des flots, qui leur eût donné avec certitude l'approche du but. Et ils commençaient à s'inquiéter de ne rien entendre, car le jour venait. Sada devait partager cet étonnement et cette inquiétude. Tout à coup, elle demanda au chauffeur : « Sommes-nous encore loin de la côte ? » « Nous devons y être, » grommela celui-ci en fronçant les sourcils et en jetant autour de lui un regard soucieux. En effet, l'auto roulait maintenant presque à plat, sur un sol détrempé, qui devait être celui d'une plage. L'aube se précisait et on commençait à distinguer une sorte d'immense plaine, s'étendant à perte de vue sur la droite de l'automobile. À l'horizon, elle se confondait avec la ligne grise du ciel. C'était de ce côté que le chauffeur regardait, avec une obstination inquiète. « C'est bizarre, dit-il au bout de quelques minutes. Je m'étonne de ne pas apercevoir la mer. Elle devrait être là, si je ne me suis pas trompé de chemin. Or, je ne crois pas m'être égaré. Voici bien sur notre gauche le rocher qui devait marquer le lieu du rendez-vous. Peut-être arrivons-nous à marée basse ? Émit le marquis. À marée haute, au contraire. D'ailleurs, il serait impossible que la mer soit retirée aussi loin. Il y a là quelque chose que je ne puis comprendre. » À ce moment, Sada aperçut une silhouette qui se détachait à l'horizon et paraissait venir vers eux. « Regardez donc là-bas, dit-elle. Je vois quelqu'un qui nous fait des signaux. »« C'est un de nos hommes ?» répondit le chauffeur en stoppant. « Il va nous remettre dans la bonne voie. » Il attendit, laissant s'approcher le matelot. « Où donc est la mer ? » demanda-t-il, lorsque ce dernier fut arrivé à portée de voix. Le marin répondit par un geste exprimant un complet désarroi. « Regardez là-bas, fit-il en étendant le bras vers l'horizon. Elle descend sans s'arrêter, et il a bien fallu que notre bateau la suive. C'est quelque chose de diabolique. À cette heure, la marée devrait être à son plein, et le flot, au contraire, a déjà dépassé la limite des marées les plus basses. Du train dont il va, il faut nous dépêcher si nous voulons le rattraper, car le diable sait où il s'arrêtera. Je n'ai jamais vu cela. Nous allons descendre, et vous nous conduirez, proposa le marquis. Non, pas, répliqua le matelot. Laissez-moi au contraire monter dans votre voiture. Nous y serons plus vite. La mer descend avec la vitesse d'un cheval au galop. Voici plus d'1 heure que je marche à votre rencontre. Quand je m'y suis décidé, je n'étais déjà pas tout près d'elle. Sada et le chauffeur échangèrent un regard empreint de la plus grande perplexité.
C'est que, objecta ce dernier, je devais laisser ici ces dames et ces messieurs. Il faut que je ramène l'auto à Tokyo sans avoir été aperçu. Jim Sandy intervint. Il tenait toujours un excellent argument en réserve. Je vous indemniserai, promit-il. Faites ce que cette jeune fille vous conseille. Vous n'aurez pas à vous en repentir. Soit, en avant. Mais sur ce sol humide, l'allure ne pouvait être rapide. À plusieurs reprises, on put craindre l'enlisement des roues. Il fallait au conducteur une réelle habileté pour évoluer sur un pareil terrain. 1 heure se passa ainsi. L'anxiété commençait à étreindre les fugitifs. « On doit nous poursuivre. On nous rattrapera », murmurait Sada, rembruni. « Nous ne nous laisserons pas reprendre », répliquait le marquis, en serrant le bras de Susanna, qui pâlissait. Heureusement, il fut bientôt évident que la pente s'accentuait, et l'auto put rouler plus facilement. Une ligne plus sombre apparut à l'horizon. « Voilà la mer », annonça le matelot, le bras tendu. Tonnerre, je commençais à croire qu'on l'avait escamoté. Le murmure des vagues devint perceptible, croissant, à mesure que l'auto s'en rapprochait. « Elle descend toujours », constata le marin, au comble de la stupéfaction. Mais que se passe-t-il donc ? Moins frappés par ce phénomène qu'ils ne pouvaient apprécier, Jim et le marquis reportèrent leurs préoccupations vers un tout autre objet. « Où donc est le bateau ?» demandèrent-ils en le cherchant des yeux. Le regard perçant du marin parcourait déjà la ligne d'écume. « Oh, oh !» grommela-t-il. « Nous avons dérivé. Le voilà là-bas, qui court débordé. Apercevez-vous ce point noir ? Courez droit dessus, chauffeur, et surtout, ne lâchez pas le flot. » La course reprit, parallèle au rivage cette fois. Mentalement, Sada faisait le compte du temps perdu, et se troublait de plus en plus. « Ceux de la cave ont sûrement appelé, pensait-elle. On nous poursuit, et nous devrions être au large. Qui aurait pu prévoir pareil contretemps ? Son inquiétude était devenue si visible que Jim et le marquis ne tardèrent pas à le partager. Aussitôt, ne cessait-il d'observer la plage. Tout à coup, ils tressaillirent. « Voyez-vous ces points noirs là-bas » murmura M. de Glandève, en désignant de la main quelque chose qui se mouvait. « Cela court » ajouta Sada, avec un petit frisson. « Serait-on déjà sur nos traces ?»« Trop tard » riposta le vieux Jim. « Dans un instant, nous serons à bord et le navire prendra le large. Ceux qui accourent ne sont pas de taille à nous attaquer. » Aussi, n'est-ce point eux que je crains, soupira la jeune japonaise. Mais s'ils nous reconnaissent, avant 1 heure, tous les vaisseaux de la côte nous donneront la chasse. Personne ne lui répondit. Le canot se rangeait contre le flanc du navire, et par l'échelle lancée de la coupée. Les passagers, l'un après l'autre, montaient à bord. Quand cet embarquement fut terminé, les matelots remontèrent le canot. « Au large !» ordonna le vieux Jim, donnant le signal du départ. « Nous ne sommes pas encore pris. » Le petit vapeur s'éloigna, battant les flots de ses hélices. Sur le rivage, l'auto abandonnée diminuait et ressemblait à un monstre échoué. Les silhouettes qui avaient inquiété Sada accouraient vers elle, et bientôt l'entourèrent. « C'est Miaya, je la reconnais » déclara Sada, qui observait la scène avec une jumelle marine. Elle vit sa rivale et les policiers qui l'accompagnaient se concerter rapidement, puis monter dans l'auto et mettre celle-ci en marche. « Ils renoncent, ils s'en vont !»« Bravo !» s'exclama le marquis de Glandève. Mais Sada secoua la tête. « Au contraire, ils vont donner l'alarme » répliqua-t-elle. « Allons, dit flegmatiquement Jim Sandy. Le sort en est jeté. Nous voici devenus gibier. Il s'agit de montrer que nous avons des jambes. » C'était bien Miaya et ses Japonais qui retournaient vers le rivage dans l'auto délaissée par la famille de Glandève. Et l'intention de l'âme damnée du docteur Kazuga était en effet de signaler les fugitifs et de tout mettre en œuvre pour les faire reprendre. Étant donné les moyens dont elle disposait, il semblait que le navire pourchassé ne pouvait échapper aux mailles du filet qui allait l'entourer. Dès que l'auto eut atteint la terre ferme, Miaya encouragea celui des jaunes qui tenait le volant. « En avant, à toute vitesse !» recommanda-t-elle. Une épouvantable détonation lui coupa la parole. Un choc formidable secouait le sol, qui s'entr'ouvrit, et l'auto s'arrêta net.
les roues prises dans une crevasse. Ceux qui la montaient roulèrent pêle-mêle, les uns sur les autres. Épouvantés, ils se relevèrent, prêts à fuir ce lieu dangereux qu'ébranlait un tremblement de terre. Mais en quelques secondes, le cataclysme avait pris des proportions effroyables. Autour des Japonais, les secousses et les détonations se multipliaient. Des fumées sortaient du sol et les hauteurs voisines s'empanachaient de flammes surgies tout à coup. 100 volcans se réveillaient ou se révélaient, crachant vers le ciel des colonnes de lave incandescentes. Ce fut une vision effrayante, un spectacle d'une horreur inexprimable, une agonie terrifiante de la terre, que de souterraines explosions faisaient craquer de toutes parts. Était-ce la fin du monde ? Aussi loin que les regards humains pouvaient s'étendre, l'horizon était pareillement en flammes. Partout s'apercevaient les mêmes entassements, le même chaos de montagnes s'écroulant et de sols s'entr'ouvrant. Mais quelle que fût la cause de ce terrifiant phénomène, ni Miaya ni aucun des Japonais qui l'accompagnaient ne devaient l'ignorer, car projeté contre le sol, il tremblait d'épouvante. Et tourné vers la mer, Miaya cria, en proie à une terreur superstitieuse. « C'est le châtiment, les esprits se vengent !»